Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans le débat de Ça vous regarde. On parle de la Sécu, c'est une vieille dame qui fête ses 70 ans, une vieille dame un peu plus dépensière qu'économe. On va parler de chiffres. Quand on parle Sécu, il y a souvent beaucoup de chiffres, mais c'est aussi l'esprit de la Sécu. 70 ans, c'était en 45, avec un ministre communiste qui a créé cette Sécu. On le verra dans quelques instants. La Sécu, c'est pas seulement l'assurance maladie. Vous qui nous regardez, c'est pas que la carte vitale, c'est des branches, vieillesse, retraite, accident du travail, recouvrement. Une Sécu qui va mieux, selon le gouvernement. On parlera des chiffres évidemment, mais l'assurance maladie, elle, est malade, elle a un déficit de 7,4 milliards, trop de dépenses, pas assez de recettes, et puis au-delà du débat qu'on aura sur les chiffres, il y a un débat philosophique parce qu'il y a des hommes politiques, dont Nicolas Sarkozy, qui veulent renverser la table, ils veulent refonder notre modèle social est à bout de souffle. On va en parler dans quelques instants avec nos invités. La Sécu, ça nous concerne tous, évidemment, jeunes ou petits. LCP.fr, c'est évidemment le site de notre chaîne, le JDD.fr, notre partenaire, je n'oublie pas, parce qu'il y a des questions posées ce soir sur le site, et puis hashtag c'est vert, ça c'est les tweetos qui vivent en direct l'émission et qui partagent l'émission avec nous en direct, et je les salue. Et puis n'oubliez pas notre page Facebook, parce que comme ça vous pouvez aller voir l'émission tranquillement si vous l'avez manqué. Jean-Marc Germain, bonsoir. Bonsoir. Député socialiste des Hauts-de-Seine, secrétaire national chargé du pôle mondialisation, régulation et coopération. Tout avait si bien commencé. Alors journal d'un frondeur, alors j'allais dire d'un frondeur repenti ou pas, est-ce que je peux m'autoriser vous êtes toujours frondeur ? D'un frondeur entre guillemets. D'ailleurs, l'introduction de mon livre, c'est pour expliquer qu'on m'a appelé frondeur parce qu'un jour, j'ai osé ne pas voter un texte que me proposait le président de la République qui appartient à la même formation politique que moi, alors que je considère tout simplement faire mon travail. Quand je suis pas d'accord, je le dis et ça se traduit dans mes votes. Je crois que ça devrait être un peu ça, la nouvelle pratique du Parlement sous la Ve République. La liberté. Frédéric Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Député Les Républicains des Français de l'étranger, ou fut secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises. Et puis depuis quelques mois maintenant, vous êtes aussi à la tête d'un think tank qui travaille, qui cogite, Nouveaux Horizons. Vous développez des réflexions avec des acteurs, des experts, notamment, on en avait parlé sur ce plateau, sur le travail, qui a donné l'objet d'un livre. Et puis là, on voit Prioritaire. Ça, c'est un livre qu'on peut lire sur Internet. C'est un livre directement qu'on offrait aux internautes et sur votre blog. Et puis, ce qui est intéressant, et je suis sûr qu'on va en parler, demain, vous organisez les premières assises de l'économie du partage. On en a parlé sur ce plateau. C'est vrai que c'est à la fois à la mode et c'est aussi un bouleversement de nos habitudes, notre relation au travail, l'ubérisation de la société. Voilà un sujet. Et on parlera évidemment des cotisations parce que Uber avait été pointé sur la question notamment des cotisations. Merci d'être avec nous. À vos côtés, François de Closet, bonsoir. Journaliste, écrivain, souvent critique, voire très critique sur les pesanteurs de notre système, de notre modèle. On vous écoutera évidemment. Plusieurs ouvrages, évidemment. Ce dernier, évidemment, en forme d'ultimatum. La France à qui tout double. Voilà. On a les pieds au bord du précipice pour en finir avec 40 ans de mensonges. Il est sorti chez Fayard. Merci d'être avec nous. Pierre Laroutourou, bonsoir. Bonsoir. Économiste, coprésident du parti Nouvelle Donne. 2 livres. Alors il y en a un qui va sortir, c'est important de le signaler, et on va le voir. C'est La Grande Trahison, les élites ont abdiqué. Celui-là est sorti il y a un an et demi. Voilà, on le voit celui-ci. Et puis celui qui va sortir, on va le voir tout de suite si tout va bien. Voilà, Non-assistance à peuple en danger, sorti chez Fayard. Le précédent était sorti chez Flammarion. Il va sortir dans quoi, quelques semaines ? Dans 2 semaines. Voilà, donc on a l'exclusivité en tout cas de la couverture de votre livre. Merci à vous 4. D'abord, avant de débattre, avant de se disputer sur les chiffres, sur la philosophie du modèle, regardons ces images et ce sujet réalisé par Hélène Goutani, parce que c'est que ça commence par des images en noir et blanc, ça donne le sourire. La suite du sujet, ce sont des images en couleur, mais là, les chiffres sont un peu moins reluisants. Regardez ce sujet. 1945. Après 5 années de guerre, l'heure est à la reconstruction. Dans l'ombre, les communistes ont imposé une vision sociale au sein du Conseil national de la résistance. Un objectif, que chaque travailleur soit protégé contre les aléas de la vie. Ce sera la sécurité sociale. Ces caisses ont pour rôle de garantir des moyens d'existence à tous les travailleurs qui se trouvent privés de ressources par suite de maladies, de maternité, d'invalidité ou de vieillesse. Pour financer cet organisme, un seul principe, la solidarité. Que chacun finance selon ses capacités et reçoive selon ses besoins. Avec des missions aussi larges que la prévention médicale, le minimum vieillesse ou bien les allocations familiales, la Sécu est présente à toutes les étapes de la vie des Français. La sécurité sociale de la région parisienne offre le moyen de contrôler son état de santé et celui des siens gratuitement et dans les conditions les plus simples.
Mais tout cela a un coût, 5 milliards en 1967, le premier déficit, en cause trop de dépenses de remboursement de soins. Mais pour le directeur de la chaire santé à Sciences Po, il s'agit pourtant du moins mauvais des systèmes. Économiquement, c'est le système le plus rentable pour la collectivité, parce qu'on a une mutualisation la plus large possible et parce que on a une redistribution en fonction des besoins des personnes, notamment sur la maladie, qui est le garant le plus fort de l'efficience économique. Mais depuis 2002, les comptes de la sécurité sociale sont chaque année dans le rouge, malgré une succession de réformes. En 90, avec l'instauration de la contribution sociale généralisée, prélevée sur tous les revenus pour élargir le financement de la sécurité sociale. En 1998, c'est la carte vitale qui trouve place dans le porte-monnaie des Français. Ou plus récemment, le parcours de soins qui désigne le médecin traitant en 2004. Pour Didier Tabuteau, la solution, elle, se trouverait dans les dépenses de notre très cher État-providence. La maîtrise des dépenses, c'est le préalable, la priorité absolue dans toutes ses formes, de la lutte contre les dépenses inutiles jusqu'à la lutte contre la fraude ou le gaspillage. Mais il faut également, éventuellement, assumer de temps en temps, si c'est absolument indispensable, une hausse des prélèvements obligatoires, la plus limitée possible, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'impact sur la croissance économique et le pouvoir d'achat. Maîtriser les dépenses en remboursant moins de médicaments ou en passant moins de nuits à l'hôpital. Pour le chercheur, la réponse se trouverait peut-être outre-Rhin, avec un équilibre obligatoire entre les dépenses et les recettes de la sécurité sociale. Voilà, on mettra de côté provisoirement le modèle allemand, parce qu'on va quand même se concentrer sur ce sujet et sur la France. En 2008, quand il y a eu la crise financière, on avait fait des émissions, et beaucoup d'émissions pour s'interroger. Et très souvent, les hommes politiques, Jean-Marc Sherman, nous disaient, mais vous savez, nous en France, on sera moins touchés parce qu'on a un modèle social qui va amortir le choc. On nous expliquait que aux États-Unis, ce modèle était terrible, que les salariés allaient être jetés au chômage, et que nous, notre modèle social amortissait le choc. Puis d'autres disaient que notre modèle social, finalement, nous empêchait d'aller vite, de créer de l'emploi. Vous êtes toujours sur la même ligne. Notre modèle social, c'est-à-dire cette sécu, qui est bien plus vaste que l'assurance maladie, finalement, elle nous sauve des intempéries, des drames de la mondialisation. Est-ce que vous le dites ce soir encore ? Oui, bien sûr, et je dis autre chose, puisque vous parliez d'une vieille dame en lançant le sujet. Moi, je trouve que c'est une des plus belles idées du XXe siècle. D'abord, sa naissance, qui est née pendant la libération, au moment de libérer la France, quand toutes les formations politiques et les mouvements de résistance se sont regroupés. Ils ont dit, voilà comment on va libérer la France face à l'Allemagne. Et puis, pour que la France tienne debout, pour qu'elle se reconstruise, pour qu'elle se projette dans l'avenir, on va créer la sécurité sociale avec ces 4 branches. Donc c'est une très belle idée et c'est un choix. Au fond, c'est le cœur du pilier du modèle social français. Cette idée très simple qui, au fond, quand on a une difficulté et qu'on ne peut pas s'en sortir seul, la société est là pour le faire. Et c'est un choix aussi qu'on fait collectivement. Quand souvent, dans ma circonscription, les gens me disent « mais on paye trop d'impôts ». Trop de charges, non? Parce que les patrons disent trop de charges. Écoutez, moi, il y a quelqu'un qui a inventé c'est peut-être un concept que vous reprenez, qui a inventé le jour de libération fiscale. Cette idée que du 1er janvier au 14 juillet, on travaille pour l'État, puis le reste, pour l'État, oui, et on l'entend. Moi, je leur dis, mais écoutez, c'est mois d'août maintenant. Jusqu'à 20 ans, l'éducation est gratuite, vous êtes soignés, vos parents sont aidés pour vous éduquer, c'est les allocations familiales. Puis à partir de 62, 63, peu importe, on a la retraite, on est pris en charge de la même manière. Donc quand on calcule la moitié de sa vie, on est pris en charge par la société. Que l'autre moitié, on paye à peu près la moitié, je ne vois pas comment on s'en sort. Ce qui n'empêche pas, et c'est ce que disait Didier Tabuteau dans votre sujet, que dire cela et dire que je suis favorable à ça, attention aux c'est dépenses, être extrêmement exigeant pour que chaque euro de la sécurité sociale soit bien dépensé. Tout ce qu'on fait en développant les médicaments génériques, en faisant qu'on est soigné en ville plutôt qu'à l'hôpital parce que ça coûte moins cher en ville chaque fois qu'on le peut, c'est tout à fait nécessaire. D'ailleurs, la droite comme la gauche, on a mené ces politiques et on a fait beaucoup d'économies parce qu'il faut dire aussi qu'il y a des solutions. Moi, j'étais directeur adjoint du cabinet de Martine Aubry. Vous disiez dans vos reportages, à l'époque, on avait rétabli les comptes de la sécurité sociale. Et puis là, on est passé de 21 milliards à 10 et on va y arriver. Alors, il y a un débat sur les 21 milliards, parce que c'est vrai que je n'ai pas trouvé ces chiffres-là, parce que François Hollande, d'ailleurs, pour être précis, hier, dans son discours, parlait de 30 milliards en 2010, donc c'est très compliqué. 21 milliards en 2011. En 2011, d'accord. Frédéric Lefebvre, sur le plan philosophique, on est déjà rentré un peu dans les chiffres, on l'entend, on voit que la Sécu va mieux, on va examiner les chiffres, mais sur le plan philosophique,
Est-ce que les images noir et blanc comme ça, c'est vraiment de l'histoire ancienne où vous dites on a inventé un modèle génial. Avant, on était dans un système assurantiel globalement ou mutualiste avec des caisses ouvrières. Là, on a créé un système d'État avec des branches. Est-ce que vous dites après tout, je suis un élu de droite, je suis circonscription aux États-Unis, qui est un modèle totalement inverse, mais moi j'y crois encore à la Sécu, ou est-ce que vous faites partie de ceux qui disent il faut le refonder ce modèle parce qu'il est à bout de souffle? Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas être binaire sur un sujet comme celui-là. D'abord, je veux vous dire, vous vous rappelez que ma circonscription, ce sont les États-Unis et le Canada. Et donc, quand je suis avec mes compatriotes là-bas, vous avez cité un de mes livres, vous êtes prioritaire. Dans ce livre, à un moment, je dis, l'éloignement est un exhausteur d'amour. Plus on est loin de la France, plus on l'aime. Et plus on a un œil acéré sur la réalité de la France. Et donc, il y a des choses que les Français ne voient même plus en France. C'est un bon exemple, la sécurité sociale. Quand on est loin de la France, quand on est aux États-Unis, par exemple, on envie évidemment les Français de ce système. Oui. Ça ne marche pas comme ça aux États-Unis, oui, c'est mais compliqué. Ce qui est intéressant, c'est que je vous dis que les Français là-bas voient ce que ici les Français ne voient même plus, mais ils voient aussi ce que les Français ne veulent pas voir. Et les Français ne veulent pas voir, et vous avez vous-même débordé de la sécurité sociale en parlant du système, en parlant d'amortisseurs de crise, du système notamment d'assurance chômage. Et là, ils voient parfaitement à quel point la surprotection peut avoir des conséquences extrêmement négatives, on le vit tous les jours, sur l'emploi et donc finalement sur l'activité de nos compatriotes. Alors, ce sont deux sujets différents. La sécurité sociale, c'est pas la même chose que l'assurance chômage. Mais puisque vous élargissiez... Oui, c'est pas binaire. Il y a du bon, il y a du mauvais, c'est le verre à moitié vide, à moitié plein. Et ce que je voudrais dire, parce que vous me posez la question finalement, est-ce que vous qui êtes de droite et qui vous voyez ce système si différent aux États-Unis, d'abord il faut se souvenir que effectivement, alors vous avez cité un ministre communiste, mais il faut rappeler que c'est le général de Gaulle. Il faut rappeler que ce que je défends d'ailleurs, cette addition, quand on essaye de travailler pour les Français plutôt que des divisions artificielles souvent sur tellement de sujets. Donc la manière dont ce dispositif est né, c'est certes après une situation très particulière, c'est vrai que c'est et avec une prise de conscience dans le monde entier, puisque on oublie souvent la déclaration de Philadelphie en 1944, les accords avec Roosevelt, Churchill sur la sécurité sociale. Et quand on dit qu'il n'y a pas du tout de système aux États-Unis, on se trompe. Il y a un système. Mais il y a un système de sécurité sociale. Simplement, après, c'est vrai que nous avons un système de mutualisation qui est formidable. Mais moi, je pose la question, et c'est d'ailleurs un des sujets qu'on va évoquer, vous avez fait allusion à ces premières assises parlementaires sur l'économie du partage. Une des raisons pour lesquelles aujourd'hui de plus en plus de Français, notamment les jeunes, et c'est un mouvement planétaire, sont en train de se mobiliser autour de l'économie du partage. C'est que, à force d'être pressuré de charges, vous dites charge, hein, c'est toujours le débat. Charge, cotisation, c'est charge. D'être étouffé de réglementation, nos compatriotes utilisent les nouvelles technologies pour essayer d'échapper à un système dont ils sentent bien qu'aujourd'hui, c'est pas qu'il est à bout de souffle, c'est que les équilibres sont rompus. Et là, ça doit nous amener à réfléchir parce que ce contournement, il doit nous amener les uns et les autres à nous poser la question, une double question, de la gestion et de l'organisation de ce système. Je ne parle pas des prestations. On se souvient d'Uber. Hein, pour le coup, ça a attendu les taxis. Je considère que si on veut qu'un euro soit bien dépensé, on doit se poser la question de la gestion et pas toujours prendre comme variable d'ajustement soit les salariés, les patients, soit les médecins. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est ça la question de l'économie du partage, c'est que on voit bien qu'on va avoir de plus en plus, les uns et les autres, à réfléchir à un modèle qui permette de continuer avec une transformation. On passe du salariat parfois au contrat de prestation. Il va falloir trouver des systèmes de portabilité des droits. Il va falloir je donne la parole. Hein. Non, parce que... Et je termine juste. Il va falloir assurer on a du temps. À la collectivité qu'on puisse continuer de prélever des sommes pour pouvoir faire fonctionner la société. Ça, ces questions-là, on va y répondre. Incontournables. Et donc, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le temps de la réforme est devant nous et devant nous tout près. François Closet, alors, le sujet n'est pas binaire, j'entends.
Il y a un pilier, c'est le pilier de la France, c'est historique, c'est un modèle unique. Qu'est-ce que vous dites, vous, ce soir, qui est souvent critique sur notre modèle? Est-ce qu'il est à bout de souffle? Est-ce qu'on le réforme? Est-ce qu'on le met par terre? D'abord, le principe de solidarité sur lequel s'est fondée la sécurité sociale, c'est désormais une sorte, je dirais, de composante de l'âme française. Il ne peut pas être question d'y toucher. Bien. Un tabou? Deuxièmement, non, ça c'est très sain. Un pilier. De l'âme, on doit le garder, absolument. Deuxièmement, il y a dans ce système, dans la façon que nous avons de le gérer, qui est proprement scandaleux. Songez qu'aujourd'hui, nous laissons à nos enfants 170 à peu près milliards de dettes, qui correspondent à quoi? Aux soins que nous n'avons pas payés. Ils devront les payer à des charges de chômage, d'indemnités de chômage, des allocations familiales, etc. À eux, à nos enfants de le payer. C'est indigne. C'est absolument scandaleux. Et je ne comprends pas qu'ici, autour de cette table, nous, dans notre génération, enfin moi je suis peut-être la génération du dessus, nous n'éprouvions pas un sentiment de honte. Je vous rappelle que lorsque le problème s'est posé, c'était dans les années 95, je crois, on avait dit « Ah, ce trou récurrent de la sécurité sociale, c'est plus possible. Donc, et la proposition, c'était Alain Juppé. C'est une vieille lune, ce sujet. Nous allons prendre ce déficit et le rembourser, nous, tout de suite, dans les années qui viennent, pour ne pas le laisser à nos enfants. Et on a fondé ce qu'on appelait la CADES, la CRDS. Donc, on met ce déficit dans cette caisse. Un tour de passe-passe, quoi. Plus jamais on ne fait de déficit, on se impose un impôt et on vide comme ça. Nos enfants n'auront pas ce déficit honteux, car il est honteux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, dans les années suivantes, comme le déficit a recommencé, qu'est-ce qu'on va faire de ce déficit? On l'a mis dans cette caisse, mais du coup, l'amortissement de la caisse ne pouvait plus se faire, donc on l'a allongé. C'est-à-dire que le système, qui avait été conçu pour qu'on ne laisse pas cette dette à nos enfants, on l'a utilisé pour la leur transmettre. Donc c'est plus de la solidarité, là. C'est donc non. Donc, premièrement, on doit imposer tout de suite et de façon absolue le principe que le déficit est interdit dans les systèmes sociaux. Modèle allemand, on l'entend. Modèle allemand. Voilà. Et allez voir un peu ce qui se passe, par exemple, dans l'Alsace-Moselle, qui a toujours le système allemand. On pourrait peut-être un peu s'en inspirer. Et deuxièmement, on a choisi le paritarisme pour gérer ce système. Et on va y venir, c'est un sujet sensible. Il est clair aujourd'hui que le paritarisme ne fonctionne plus, que le paritarisme est un garant du statu quo, puisque les partenaires sociaux tirent parti de ce système. Donc il faut rendre la responsabilité aux politiques en l'encadrant dans l'obligation absolue de ne plus faire de déficit. Et à partir de ça, respectez la solidarité, ne faites plus de déficit, et vous, politiques, prenez vos responsabilités. Bon, le message est lancé. Pierre Larrouturou, un tout petit mot. Un mot, juste. Mais juste un mot, vraiment. Mais un mot. S'il vous plaît. Parce que Pierre Larrouturou, parce que tout le monde veut parler. Je crois que ça a été une belle... Allez-y, parce que j'aimerais faire tourner la parole. Pour éclairer le débat, juste sur un point. Il ne faut pas oublier qu'en 1945, il y avait 2 ordonnances. Il y en avait une sur les prestations et une sur l'organisation. Et c'est pour ça que moi, quand j'évoquais tout à l'heure la question de la gestion, toutes ces questions-là, je dis, elles sont devant nous et elles sont urgentes. Les syndicats, le paritarisme. Vous en pensez quoi, Pierre Larrouturou? Premier point, insister sur le côté quand même assez génial de ce qu'ont créé nos arrière-grands-pères. On peut être fier de ça, c'est l'âme française. Parce que moi, je vois quand même tous ceux qui critiquent. Souvenez-vous, Jean-Marc Sylvestre, un économiste très libéral, il passait son temps à critiquer les déficits, les charges. Et puis un jour, il a eu un gros problème au cœur. Voilà. Et il a été opéré par les meilleurs médecins avec des molécules. Il s'est fait piquer par une guêpe. Je sais plus, mais il a découvert l'hôpital. Il a sauvé la vie. C'est vrai. Parce qu'il dit que même avec son salaire de TF1, aux États-Unis, il n'aurait pas pu se payer ses chirurgiens. Et c'est voilà. Donc on a quand même de la chance. Non, mais j'ai une amie. Le système américain est abominable. Il est beaucoup plus cher que le nôtre. Et il laisse je ne sais combien de personnes. Voilà, donc il faut quand même le redire. Il faut quand même le redire. Non, mais modèle contre modèle, c'est intéressant. Voilà, il faut quand même le redire. C'est un truc assez génial. Quand vous êtes malade, vous êtes immédiatement pris aux urgences, que vous soyez SDF ou chef d'entreprise. On vous prend et vous avez droit aux meilleurs médecins, aux meilleures molécules pour voilà. Enfin, les urgences, ça marche pas très bien. Mais en tout cas, oui, parce qu'on a coupé dans les effectifs. Mais globalement, par rapport à d'autres pays, on a beaucoup de chance. Deuxième point, comment se fait-il qu'en 1945, dans un pays ruiné, on a trouvé l'argent pour créer la retraite des vieux?
On s'est dit, ils ont travaillé, ou ils méritent une retraite. Comment se fait-il que dans un pays ruiné, on ait trouvé cet argent et qu'aujourd'hui on nous dise qu'il n'y a pas d'argent? Le contexte économique est différent. Vous êtes économiste. Oui, justement, je suis économiste. François, juste une minute, si je peux en placer une. Quand Frédéric Lefebvre dit que les équilibres sont rompus, faut faire gaffe de pas faire. C'est ce que vous avez dit. Faut faire attention de ne pas faire peur aux gens. Je ne dis pas que c'est ce que vous avez en tête, parce que sinon c'est l'occasion de privatiser. Les déficits. Juste les déficits de la Sécu, c'est 9 milliards. C'est 0,5% du PIB. 0,5%. Sur cette courbe, je ne sais pas si on le voit, c'est ce qui va au salaire. Alors on le voit en bas de titre, voilà, là elle est propre. Voilà, dans nos pays, c'est 10 points du PIB qui allaient au salaire et aux cotisations de Sécu il y a 30 ans et qui maintenant vont sur les marchés financiers. 10 points du PIB. Ça veut dire que ce qui aurait dû aller aux salariés et aux caisses de Sécu et qui va maintenant vers les marchés financiers chaque année est 20 fois plus important. Ce qu'on a perdu tous ensemble est 20 fois plus important que le déficit. Donc quand François... Donc on peut le résoudre, le déficit. Est-ce qu'on peut remontrer ce graphique juste en une minute? Oui, on va le revoir. Voilà. C'est quand même impressionnant. C'est les chiffres de l'OCDE qu'on a mis dans le bouquin avec Rocard parce que les gens ont peur de faire vieux marxistes. Au total, en 30 ans, c'est 150% du PIB, 150% du PIB qui aurait dû aller au salaire, aux caisses de sécu et à l'État qui sont partis vers les marchés financiers. Donc oui, on a une dette, vous l'avez dit, on a une dette en gros accumulée en 30 ans de 90% du PIB. Mais il y a une dette des marchés financiers vis-à-vis des peuples qui est 2 fois plus importante. Donc on a tout à fait les moyens si on luttait contre les paradis fiscaux, trouver 9 milliards, donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'économie. Je rejoins Jean-Marc Germain. On est le pays qui consomme le plus d'antibiotiques au monde. Et les laboratoires pharmaceutiques, donc on mange beaucoup trop de médicaments et le prix des médicaments n'est pas fixé de façon très transparente. Donc oui, on peut faire des économies. Oui, on peut avoir une meilleure organisation des soins. Mais nous expliquer qu'on n'a plus les moyens et que les équilibres sont rompus. Je me souviens de Guillaume Sarkozy, je ne vous mets pas dans le même sac, mais Guillaume Sarkozy, qui expliquait qu'il fallait développer un groupe privé d'assurance. Non, mais c'est quand même scandaleux. Je me souviens de la patronne des hôpitaux de Paris qui a 10 ans, Rosemarie Vandenberg, qui passait son temps à dire aux médecins et aux infirmières, il faut faire mieux avec moins, il faut faire mieux avec moins. Et puis elle a démissionné, et puis elle est devenue la patronne d'un groupe privé, Corian. Elle a levé des centaines de millions d'euros. Voilà. Et j'ai regardé aujourd'hui les résultats de Corian, plus 33% sur les bénéfices. 33% je pose une question très courte, très simple. Est-ce qu'on veut privatiser la Sécu ou est-ce qu'on veut l'améliorer, y compris élargir les financements? Je pense que les financements, c'est déjà une première étape qui a été faite. On va y venir. On peut élargir, mais dire aujourd'hui que les équilibres sont rompus, c'est se faire peur de façon inutile. Juste, Jean-Marc Germain, attendez. J'ai une question. Juste une question. Jean-Marc Germain, il est resté silencieux, mais juste un mot. Parce qu'il y a un débat sur l'âme française, qui est cette solidarité qui n'existe plus. On vient de l'entendre. Elle ne fonctionne plus. Moi, j'entends quand même un économiste qui nous dit on a tout transféré au marché financier. Si on voulait se donner la peine, j'ai lu l'UMA parce qu'ils ont fait un numéro spécial sur la Sécu. Ils nous disent, nous, on veut le retour aux 100% en médicaments remboursés, c'est-à-dire ce qui était globalement le cas avant. Si on va chercher l'argent sur les marchés financiers, est-ce que vous êtes favorable, vous, à l'idée d'avoir une taxe très forte sur les marchés financiers afin de reflécher ces sommes et de les faire recouler dans les veines de la solidarité? Parce que c'est ce que nous dit Pierre Laroutourou. C'est fini ou on est déjà en train de privatiser notre système tout doucement sans le dire? Non, mais moi je suis pas opposé à ce qu'on aille chercher des recettes, et s'il faut aller les chercher, c'est bien évidemment sur les marchés financiers, sur les revenus financiers, parce que il y a effectivement matière. Mais ce que je voulais dire, 56 milliards, c'est 3 choses rapidement. D'une part, vous évoquez la dette. Il ne faut pas effrayer les gens. La dette de la sécurité sociale, vous avez cité le chiffre, 170 milliards d'euros. Ça fait un mois. Ça ne me gêne pas, vous. Vis-à-vis de mes enfants, ça me fait. J'ai demandé à mon fils. Vous savez combien ça représente de jours de revenus de dette? 30 jours. Demandez à vos enfants, reposez-leur la question différemment. Est-ce que ces hôpitaux, est-ce que ce système de santé qui est le meilleur au monde, est-ce que cette capacité que quand tu es malade, tu ne perds pas ton salaire? Eh bien, je te propose de supprimer ce mois de dette que tu as. Et en échange, je supprime ces protections-là. Vos enfants, ils diront non. Donc, pourquoi je dis ça? Ce qu'il faut mettre en face d'une dette... Votre conscience est accommodante. Ce qu'il faut mettre en face d'une dette, c'est quels sont les actifs. Au-delà de la sécurité sociale, si on construit des routes, si on construit des ponts, si on prépare l'économie de demain, c'est de la bonne dette. C'est de la bonne dette. Enfin, si en revanche on finance des dépenses sociales, donc ne venez pas me dire que c'est faire de l'investissement, quand j'achète un scanner, vouloir, moi, payer mes soins et de les reporter sur mes enfants, me présenter ça comme de l'investissement. Pardonnez-moi. Quand j'achète un scanner, que je le mets dans un hôpital en Corrèze, que votre enfant est malade en Corrèze et que vous pouvez être soigné en Corrèze, eh ben vous me direz que ces 30 jours de dette, c'est peut-être pas ce qu'il y a de Frédéric Lefebvre. Mais j'ai commencé par dire, c'est notre devoir aussi de faire des économies. Et d'ailleurs, pour montrer que c'est pas
Impossible. 21 milliards en 2011. Ça Sécu va mieux. On en est à 10. Ouais. La moitié Enfin, du 10, chemin, c'est prévu la pour, moitié 2016, du chemin est fait. Ouais, Et ça n'a pas été fait avec des nouvelles recettes. Oui. Ça a été fait avec des économies. Mais moi, j'aime bien. Ce qui pose un J'aime problème. bien. Attends, Je finis juste une dernière 12 000 phrase. postes à l'hôpital, il y a des économies qui ne sont pas bonnes. Une dernière 12 000 phrase. postes supprimés à Moi, l'hôpital. Dernière phrase et on va écouter Moi, je François Hollande. crois, mais après, il faudra Frédéric qu'on vienne Lefebvre. sur le sujet qu'évoquait Frédéric Lefebvre, il y a qui des me sujets, paraît essentiel. Mais simplement, Le moi, je crois que paritarisme, la façon dont c'est organisé. moi, ce que j'aime bien, c'est la méthode douce. C'est-à-dire, on casse pas tout ce qui existe. Mais en revanche, au peigne fin, on cherche dans chaque recoin de la sécurité sociale comment faire des économies. François J'en Hollande. parlais tout à l'heure, quand on fait les médicaments génériques, on baisse les Jean-Marc prix des Germain, médicaments. vous nous l'avez dit, les Par génériques. exemple. Mais écoutez François Hollande, il était hier à la Mutualité pour fêter ses 70 ans de cette vieille dame, et je le dis vraiment avec beaucoup de respect, évidemment. 70 ans de la Sécu. Écoutez le président de la République, il est exactement sur votre ligne. Cette grande institution, tout en la gardant fidèle à elle-même, à son esprit, celui des fondateurs. Et ce qui est en cause avec la sécurité sociale, ce n'est pas l'histoire que nous devons revisiter, c'est ce que portait l'idée même de sa fondation, la plus belle idée qui soit, la grande idée qui fait que les peuples avancent, c'est le progrès. Mais notre devoir, par rapport aux générations futures, c'est de faire les choix nécessaires de réforme, de corriger ce qui doit l'être, de mieux financer, d'assurer l'emploi et la croissance, mais surtout de donner aux jeunes générations confiance dans la sécurité sociale. Elle est à eux. Voilà, et avant d'entendre Marisol Touraine, il y a beaucoup de tweets. Si la Sécu est si parfaite, pourquoi avoir peur d'autoriser des régimes privés concurrents avec un point d'interrogation, c'est-à-dire évidemment déréguler, peut-être c'est ce que veut dire ce tweetos. Marisol Touraine, écoutez-la, c'était cet après-midi lors des questions au gouvernement, c'est vrai que c'est l'occasion pour les ministres et la ministre de la Santé bien de vanter les mérites de cette Sécu. Écoutez-la. Oui, la sécurité sociale est une grande et belle idée qui est devenue l'une des plus grandes conquêtes pour les Français, pour nos concitoyens, qui est devenue l'un des piliers de la République, comme l'a dit le président de la République hier en célébrant le 70e anniversaire de cette belle institution. Cette institution, les Français lui marquent leur attachement massif parce que concrètement, ils voient ce qu'elle leur apporte au quotidien. Et c'est pour en faire toujours un instrument du progrès social au quotidien que ce gouvernement agit contre ceux qui agitent l'étendard de la défiance et du dénigrement. Frédéric Lefebvre, je vais reprendre des propositions de Nicolas Sarkozy pour rebondir sur ce qu'il a dit sur le président. Il y a beaucoup d'incantations quand même là. Des équilibres rompus. Oui. Et je voudrais donner des. Vous voulez les rompre, vous les équilibres ou pas? Ou les réinventer? Non, je vous dis au contraire qu'ils sont rompus sur beaucoup de points, parce que vous avez toute une partie de Français qui aujourd'hui se retrouvent dans une situation où en réalité le poids des charges, et on les retrouve dans plusieurs catégories, les étrangle. Je donne l'exemple, par exemple, des professions indépendantes. Je donne l'exemple des artisans. La question du RSI n'est pas une petite question. Bien sûr. Et on ne peut pas la balayer comme je la vois balayée avec des manifestants d'un revers de main. Dans Paris. Parce que vous avez aujourd'hui, c'est une réalité, des gens qui sont parmi les moins bien protégés, en réalité, surtout quand ils sont petits patrons, parmi les moins bien protégés, et pourtant ce sont ceux qui sont les plus cotisants. Ça, c'est une rupture d'équilibre. Je vais vous donner un deuxième exemple de rupture d'équilibre. Ce gouvernement, c'est à mon avis d'ailleurs la plus grosse faute qu'il ait faite. Et vous savez, moi, vous le savez, quand j'ai considéré qu'il y avait certaines réformes vous avez dit... qui étaient bonnes pour le pays, je les ai votées. J'ai parfois été critiqué dans ma famille politique. Quand, sur la question de l'allègement des charges pour toute cette catégorie de Français, je pense aux ouvriers, je pense aux petits employés qui se sont retrouvés avec la suppression de l'exonération sur les heures supplémentaires, avec la réalité concrète, un mois de salaire en moins, ça veut dire pour beaucoup moins de salaire. Plus de vacances. Ça veut dire pour beaucoup plus de vacances du tout. Et ça, ce sont des gens qui ont des situations fragiles. Modestes. Je vous ai donné volontairement deux catégories différentes. Patrons. Ça, ce sont des ruptures d'équilibre. Et là, moi, je dis que notre devoir, compte tenu de l'économie du partage qui est en train de se développer. Un contournement du système, en quelque sorte. Mais qui est un contournement, mais qui permet, par exemple, à des gens qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. D'arrondir leur fin de mois. Mais d'avoir des revenus complémentaires. Alors, par grand principe,
on veut lutter contre un mouvement planétaire en mettant les gens en garde à vue. Moi, je voudrais patron d'Uber, hein, parce que je voudrais qu'on se pose plutôt la question de savoir, au bout de la chaîne, tous ces gens qui se retrouvent dans la situation aujourd'hui, pour vivre, pour parfois survivre. De cumuler un certain nombre d'activités. À l'américaine, diront certains. Nous devons, parce que c'est la réalité aujourd'hui, nous devons nous mettre autour de la table, bâtir de nouveaux modèles. Et si on veut continuer à faire comme si tout le système fonctionnait bien, que les équilibres n'étaient pas rompus, que malheureusement votre propos donnait comme sentiment, on passe à la côté de la réalité de millions de nos compatriotes. J'allais dire pour une fois que j'étais d'accord avec Frédéric Lefebvre. Les ruptures mais sur la question des artisans, ce serait bien que François Hollande, c'était un très beau discours pour dire bravo à ceux qui ont agi il y a 70 ans. Couverture santé défaillante. Mais il est président de la République aujourd'hui. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait effectivement pour permettre aux artisans, aux patrons de PME qui font faillite? Il y a plus de 60 000 faillites chaque année. 60 000 faillites. Aux paysans, aux paysans et aux étudiants. Voilà, il y a une précarité. Donc aujourd'hui, au lieu de simplement se féliciter de ce qui s'est fait il y a 70 ans et qui reste génial, comment, avec des financements innovants, permettre aux artisans, aux patrons de PME, aux étudiants, il y a des pays où il y a une allocation d'autonomie, on sécurise des étudiants. On a juste des sentinelles qui vont s'exprimer, je ne veux pas qu'on les oublie, parce que c'est des citoyens qui parfois s'expriment favorables ou pas avec les propos de nos invités. Il y a quand même des points qui ont été évoqués par Nicolas Sarkozy à travers une très longue interview dans les Échos. Je voudrais vous soumettre quelques petites phrases comme ça qu'il a lancées, qui sont des phrases importantes et qui touchent au-delà de la Sécu, à notre modèle social. Regardez cette petite phrase de Nicolas Sarkozy. Alors celle-ci, elle est courte. On va la voir dans quelques instants. Il propose, alors, le modèle social n'est plus un modèle, ou alors celui du chômage de masse et du paiement à crédit. Nous devons en refonder ces principes. Tiens, j'entends paiement à crédit. François de Closet évoquait le paiement à crédit. Voilà, ça fait écho. Et puis une autre petite phrase issue de cette très longue interview. Outre les réformes concernant la fonction publique ou l'assurance chômage, il faudra en passer par la remontée de l'âge légal de la retraite à 63 ans dès 2020. La réforme que nous avions menée avec Éric Woerth en 2010 a permis de ramener la branche vieillesse à l'équilibre. Il faudra continuer, dit-il, cet effort et rapprocher les règles du public de celles du privé en mettant tous les sujets sur la table, dont les modalités de calcul des retraites spécifiques au public. Ça, c'est aussi faire des propositions orthogonales. Vous en pensez quoi, François de Closet? Est-ce que notre modèle social est fatigué au point qu'il faille aller jusque-là? Non, mais je pense que ça fait partie des réformes qui, je pense, étaient dans le rapport de Yannick Moreau sur la réforme des retraites qui avait été remis au gouvernement en 2013. Il y a effectivement un certain nombre, vous comprenez, en toute inconscience, nous avons mis l'âge de la retraite à 60 ans, alors qu'il fallait faire la retraite ouvrière à 60 ans, mais surtout pas la retraite généralisée, alors qu'on savait... Il y a eu un début, il y a eu des salariés, on va en parler. Faire la retraite ouvrière, ça a été une erreur historique de faire la retraite généralisée. Bien, parce que je voulais rappeler... Pour les métiers pénibles. Que si... on arrivait à subventionner le système des retraites en 1945, c'est pourquoi? Mais tout simplement parce que la retraite, c'était quelques années, étant donné la longévité, et surtout pour les ouvriers, comme vous le savez, si Bismarck avait mis à 65 ans l'âge de la retraite ouvrière, c'est parce qu'on lui avait dit que les ouvriers en moyenne mouraient à 65 ans. C'est vrai, mais c'était quand même un effort financier très important. Oui, mais c'était quand même colossal comme effort. L'espérance de vie était plus faible. Vous ne pouvez pas comparer l'effort de paiement des retraites en 1945 avec ce qu'était la longévité. C'est plus important, l'effort qu'ils ont fait en 1945. L'espérance de vie n'est pas la même, Pierre Larouturou. Oui, mais l'effort qu'ils ont fait d'un pays ruiné était plus important qu'aujourd'hui. Ce que je les 0,5 qui nous manquent. Allez-y, terminez, Pierre Larouturou. Vous comprenez, les réformes douces de la sécurité sociale, la droite et la gauche essayent d'en faire depuis 40 ans. Et on en est toujours à faire payer chaque année 10 milliards par nos enfants sur nos soins. Je trouve honteux de dire que puisque on construit des hôpitaux, eh bien on n'a pas... Non. Construire des hôpitaux, c'est des dépenses de fonctionnement normal d'une société. On n'a pas à faire payer ça par nos enfants. C'est inadmissible. Et il faut revenir à l'équilibre. Et pour revenir à l'équilibre, on le sait, il y a des mesures à prendre qui seront difficiles, qui ne peuvent pas être prises dans le cadre du paritarisme. On l'a vu. Le résultat étant que l'on fait des fausses réformes. Voyez, pour les retraites, on en est à la 4e fois où on dit aux Français, ça y est, cette fois on a fait la réforme. Et les Français croient que c'est vrai qu'on a réformé le dialogue social, qu'on a réformé la formation professionnelle. Et finalement, ça fait pchit. Toutes ces réformes faites par les
partenaires sociaux, en réalité, sont et ne peuvent être que des réformes bidons. Et c'est pire que tout de raconter aux Français... Bidon, il y a une moue, Frédéric Lefebvre. Qu'on a fait la réforme, alors qu'on n'a pas fait la réforme, parce que... On va vers l'équilibre. En 2016, a indiqué François Hollande, équilibre des caisses avec fusion. Jean-Marc Germain, Frédéric Lefebvre, écoutez-moi. Messieurs, écoutez Yorick, on va se calmer un tout petit peu parce que ça va permettre de reprendre nos esprits. Il y a deux débats qui sont lancés, c'est la question du paritarisme, et Nicolas Sarkozy l'évoque, il le dit, et je le cite, l'État doit reprendre temporairement les rênes de l'UNEDIC à la place des partenaires sociaux, donc c'est la question importante autour du chômage. Yorick, vous êtes dans quel état d'esprit? Est-ce que vous êtes comme ça un peu heureux de revoir ces images noir et blanc et de vous dire qu'est-ce qu'on est fier d'être français avec notre sécu? On peut être fier de cette idée, oui, exactement. Je suis d'accord avec les propos de M. François Decloset par rapport au paiement des cotisations, tout ça, des dépenses inutiles. C'est nous qui payons encore. Et peut-être que mes enfants, mes petits-enfants paieront encore. Et ça, c'est vraiment... un problème de gestion qu'on voit. C'est vraiment le problème, c'est la gestion. Il faut réformer la sécurité sociale, mais il faut bien le faire. Il faut pas que ce soit les gens qui sont modestes ou au chômage qui puissent encore payer plus que les grands patrons qui sont protégés socialement. Qui doit payer? Non, mais c'est ce qu'évoquait. Attendez, Pierre Lautourou, je donne la parole aussi à Étienne, parce que sinon il ne prendra plus la parole, parce que on va repartir sur des thématiques qui vous tiennent à cœur. On entend Yorick qui dit qu'il ne faut pas que ce soit les plus faibles qui subissent les conséquences. Ça fait écho à votre graphique. Étienne, vous en pensez quoi? Parce que dans les propositions de Nicolas Sarkozy, il parle de refonder le modèle. Entre autres, quand on parle du modèle, c'est la Sécu, il y a l'âge de la retraite, il y a les cotisations chômage, il y a la durée d'indemnisation du chômage. Ça, c'est des sujets qui concernent aujourd'hui des millions de Français. Dans quel état d'esprit vous êtes, vous, Étienne? Moi, je crois qu'aujourd'hui, que les premières personnes sanctionnées par la situation sont les personnes les plus modestes. Parce que le système actuel, l'argent qui devrait aller aux plus modestes va aujourd'hui dans la dette et ne va pas aux personnes qui sont dans le besoin. Et c'est un vrai sujet où aujourd'hui on a un système qui bloque les personnes qui sont au chômage pour aller vers un retour vers l'emploi. Et aujourd'hui, quand on regarde en Europe, on arrive à faire mieux avec moins. Alors pourquoi seulement la France on serait obligé de payer plus et d'avoir moins d'efficacité dans notre modèle de santé? Bon, on est au cœur d'un débat, des citoyens qui disent, nous, on adore notre modèle, on en est fiers. C'est que globalement, tout le monde le dit. Tout le monde est d'accord, sauf Frédéric Lefebvre. Il y a des petits sujets quand même qui sont très sensibles. L'âge de départ à la retraite, on évoque 63 ans 2020. Reprise en main de l'UNEDIC, parce que les partenaires sociaux, c'est vrai, n'y arrivent pas. Il y a quand même des sujets. Durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi, on l'a réduit. Ce ne sont pas des sujets nouveaux. Non, mais des sujets qui sont... Non, mais je suis d'accord, mais à cette occasion, c'est... J'ai attendu patiemment, mais je voudrais quand même répondre, parce que ça fait à peu près un quart d'heure qu'on remet en cause les politiques, la politique... J'essaie juste de comprendre. Je veux juste dire quelques mots là-dessus. D'abord, moi, je ne supporte pas cette façon de dire que les politiques font rien et sont des irresponsables. Je suis désolé, moi, je travaille matin, midi et soir. Rien dit comme ça. Si, vous dites c'est une gabegie, vous balancez l'argent par les fenêtres, vous donnez des dettes à mes petits-enfants, etc. Enfin, tout ça n'est pas sérieux. Les femmes et les hommes politiques ont pris des décisions. Le pouvoir politique et les hommes politiques, sur ce sujet-là, gauche et droite dites. Confondus, par exemple sur la question des retraites. On a fait un grand progrès, les uns et les autres, au bout du bout, par touches successives. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit finalement, il faudrait, c'est d'ailleurs exactement ce que vous proposez, que pour les ouvriers, on puisse partir quand on est usé, à 60 ans. Ça s'appelle le compte pénibilité. Aujourd'hui, on peut partir jusqu'à 2 ans plus tôt. Mais que ce qui doit compter désormais doit être assez central. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec les 63 ans de Nicolas Sarkozy ou les 65 ans d'Alain Juppé. C'est le nombre d'années cotisées. Pour que le rapport entre le nombre d'années cotisées et le nombre d'années passées en retraite garde un certain équilibre. Aujourd'hui, le ratio, il est en gros de 2. Donc, quand l'espérance de vie augmente d'un an, on travaille 6 mois en plus et tout ça, c'est équilibré. Enfin, les pensions ont baissé. Et comme l'a dit Pierre Lautourou,
les comptes de l'assurance retraite vont être à l'équilibre pour la première fois depuis... Attendez, mais on lève pas le doigt, on n'est pas à l'école. Juste Frédéric Lefebvre. Eh bien, si, vous l'avez souvent. Deuxième chose, là, on arrive vers la fin de l'émission. Non, pas du tout. Il nous reste une quinzaine de minutes, on va pas discuter encore. Le sujet qu'a abordé Frédéric Lefebvre, à mon avis, c'est le plus important. Pas en termes de rupture, parce que c'est facile quand on est dans l'opposition. Moi, j'ai fait ça, on voit des ruptures. On l'entend souvent, oui. Mais ce qu'il dit est très juste, c'est-à-dire que le défi, c'est pas tellement 63 ans, 64 ans, 62 ans, ou même l'indemnisation du chômage. Enfin, franchement, il ne faut jamais avoir été licencié pour se dire que d'avoir le droit de 2 ans pour rebondir quand la durée moyenne, c'est 2 ans, on va réduire encore cette durée-là. Donc, réduire la durée d'indemnisation, c'est juste pas possible. Enfin, vous gagnez 60% de votre salaire. On veut faire moins. Comment on vit en perdant? Il y a un débat contraire, Jean-Marc Germain. Franchement, certains disent qu'on relance l'économie. Mais par contre, le sujet de l'ubérisation de la société, il est majeur. Donc, parce que contournement, on ne paie pas de charge. C'est pas un contournement. C'est effectivement cette économie de relations directes. Elle est planétaire. Qui est positive. Vous avez des gens, pour la première fois, ils ont pris un taxi parce que quand ils prennent des taxis classiques, ils n'y arrivent pas. Donc on va pas lutter contre ça. Et en même temps, il faut trouver le moyen de pouvoir financer. Donc de leur faire payer des cotisations. Vous avez vu d'ailleurs que Airbnb commence à prélever eux-mêmes la taxe de séjour pour Paris. Donc ils ont bien compris qu'il y a un problème. C'est comme un modèle. Et donc le défi qu'on a, nous en tout cas les politiques, de gauche comme de droite, c'est de se dire comment ce système, et qui, contrairement d'ailleurs à ce que pensait un de vos auditeurs, c'est pas le moins bon du monde. En matière de santé, on est numéro 1 dans les classements de l'OMS. Numéro 1 en consommation de médicaments. Et on dépense moins que les autres. 16% dans la circonscription de Frédéric Lefebvre, 11% aux États-Unis et 11% en France. Mais attendez, donc on dépense moins. Donc chacun son tour. Notre sujet, Frédéric Lefebvre. Dans les domaines et ça rejoint aussi, c'est mon dernier mot, ce qui était dit tout à l'heure sur les entrepreneurs. Parce qu'au fond, les petits sont en colère, les petites PME, les TPI. C'est une nouvelle forme de salariat. Sauf qu'ils n'ont pas les protections du salariat. C'est les auto-entrepreneurs, c'est les petits Frédéric Lefebvre. Et c'est toutes les Je ne sais pas pour vous ramener encore dans la toile de Nicolas Sarkozy, mais il fait des propositions, vous dites, elles ne sont pas nouvelles. Ce sont des sujets qui, lors de campagnes électorales ou de sujets, sont évoqués. Sur quelle ligne êtes-vous ce soir quand on dit que notre modèle social est formidable, mais qu'il freine notre économie? Ça veut dire qu'on réforme sur quoi? On touche au paritarisme, on demande aux syndicats de ne plus gérer les caisses. Comment on fait? Vous avez rappelé que je préside un think tank qui s'appelle Nouveaux Horizons, et on essaye notamment de faire beaucoup de benchmarking, c'est-à-dire de regarder ce qui se passe dans les autres pays. On peut avoir des débats infinis, mais quand par exemple on parle de la problématique de l'indemnisation du chômage, on dit, c'est très juste, le temps pour rebondir, c'est 2 ans, et donc comment on peut réduire le temps d'indemnisation. Mais dans le même temps, le temps pour rebondir dans les pays qui n'ont pas le même système de protection, c'est pas 2 ans. Et donc c'est plus rapide. Mais c'est beaucoup plus rapide. Mais ils rebondissent ou ils tombent plus bas? Non, mais enfin, écoutez. Excusez-moi, quand vous voyez la pauvreté... Laissez-le finir, c'est important. C'est le débat qu'on a à chaque fois sur cette question. La pauvreté chez nous. Quel est le taux d'activité aux États-Unis? Quel est le taux d'activité? 62,4%. 62,4%. On a eu les chiffres vendredi dernier. C'est pour ça que les marchés se sont cassés la figure. Il n'y a plus que 62% d'adultes qui sont actifs. L'argument de Frédéric Lefebvre. J'ai l'habitude parce qu'il n'a jamais terminé une phrase. Est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui, la France, compte tenu de l'augmentation de la pauvreté dans notre pays, de la fragilité, de plus en plus de catégories. Je citais tout à l'heure les petits patrons. Et je ne suis pas en train de dire que c'est le fruit de l'action des 2 ans qui viennent. Tout ça, c'est une évolution lente. Est-ce qu'on est en capacité de donner des leçons aux autres, comme si nous, on réglait tous les problèmes? La vérité, c'est que, à force de faire des grandes courbes, des discussions macro qui dépassent toute la réalité que vivent nos compatriotes, on ne se penche pas sur la réalité que vivent les uns et les autres. Et donc la raison pour laquelle je pense qu'il faut de toute façon se poser un certain nombre de questions sur notre organisation, sur la question, et je suis heureux de voir que le gouvernement, même si ça ne plaît pas à une partie de la majorité, se pose la question aujourd'hui, par exemple, de la réglementation et du droit du travail. Je suis heureux. Oui, il y a des rapports. Quand j'ai voté la loi Macron, ce qui n'a pas été le cas. On assouplit. Mais parce que tout ça, ça va dans le bon sens. Si, moi j'étais dans l'hémicycle et j'ai voté chacun des articles. C'était un 49.3, mais avant j'étais dans l'hémicycle. Oui, il y a eu. Et j'ai voté article par article parce que c'est comme ça que je vais pas
On ne va pas refaire l'histoire du 49.3. De discussion parlementaire. J'étais sans doute d'ailleurs peut-être plus présent que... Donc, sur le chômage, vous avez répondu... Qui préféraient ne pas être là pour ne pas gêner le gouvernement. Sur le chômage, vous avez répondu. Dans d'autres pays, le système... Mais attendez, on indemnise moins, mais ça va plus vite. Dire, et je suis heureux de voir qu'on a la même analyse, qu'aujourd'hui, bien sûr qu'il faut continuer de travailler plus longtemps quand on vit beaucoup plus longtemps et qu'on a une espérance de vie plus longue. Pour vous, c'est du bon sens. Mais c'est du bon sens, tout le monde le sait, ça se fait dans tous les pays du monde. Non, alors c'est pas... C'était même pas 35 heures que voulait nous faire Pierre Larouturou, c'est 32. Donc ce débat-là, on peut en parler, mais pour moi... Terminé, parce que Pierre, on prend la parole. Pierre Larouturou... Je voudrais juste terminer là-dessus. Oui. Le seul réel sujet de préoccupation que nous devons avoir, les uns et les autres, c'est de regarder catégorie par catégorie qui, aujourd'hui, est réellement protégé, qui ne l'est pas. On a en réalité 3 France. On a 3 France. On a une France qui est découragée. C'est-à-dire qu'elle passe son temps à payer, et elle est mal protégée. Je l'ai décrite tout à l'heure. On a une France qui est délaissée dans les zones rurales. Une France qui est protégée. Dans les zones rurales, dans les quartiers, tous ces jeunes Français à qui on ne donne pas d'espoir. Aux marges. Et on a une France qui est, elle, parce qu'elle a des statuts les insiders surprotégés. Et les outsiders. Dans toutes les catégories. Vous la trouvez. Mais des tas d'exemples, vous la trouvez. Vous la trouvez chez les politiques. Les infirmiers. Vous la trouvez. Les fonctionnaires. Non, mais dites-le. Bien sûr. Bon, ben voilà, dites-le. On les trouve chez les hauts fonctionnaires, on les trouve chez les politiques, on les trouve chez un certain nombre de retraités, on les trouve chez un certain nombre de rentiers, on les trouve dans certaines catégories de services publics. Chacun son tour. Soyez pas trop long. Terminez, s'il vous plaît. Et donc, ce travail-là, c'est un travail qui est absolument indispensable si on veut que ce qui a construit le système, ce qui a stabilisé le système toutes ces années, c'est-à-dire le fait qu'il était juste et équilibré, ce travail-là, il est incontournable. Pierre Larouturou, juste un petit graphique. Vous aimez les graphiques? Regardez, on en a préparé un ou deux, et notamment un sur comment on répartit ce qui paie cette sécu entre les entreprises, entre les salariés. C'est intéressant de le voir. Voilà, la part des principaux financeurs, c'est intéressant. 44,9% sont les ménages, 8,8% l'administration publique et 46,3% ce sont les entreprises. Donc ce sont les ménages qui payent plus. Non mais c'est juste pour aller dans votre sens. Donc vous nous demandez de commenter ce que dit Nicolas Sarkozy dans les Échos. Pardon, commenter et savoir si notre modèle, cette fameuse sécu et plus largement ce modèle social est un frein à notre développement, creuse nos déficits et nous empêche d'avancer, ou est-ce que oui, ce modèle social, il faut le protéger et il faut dépenser encore plus, comme vous le disiez tout à l'heure, parce que c'est finalement pas un déficit, c'est utile. Je n'ai pas dit qu'il fallait dépenser plus. J'ai dit que le déficit actuel est marginal par rapport à tout ce qui est parti vers les marchés financiers, qu'on peut faire des économies sur les antibiotiques, sur certains soins, mais que globalement, on a les moyens de s'offrir un système et d'élargir, là où on est d'accord avec Frédéric Lefebvre, c'est que les artisans, les paysans, aujourd'hui, les patrons de PME, les étudiants ne sont pas bien protégés. Les syndicats, vous en pensez quoi? Le paritarisme, il est en panne. Oui, il est en panne, mais ça ne veut pas dire qu'il est responsable. Oui, il est en panne. Ça marche pas. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont responsables de nos problèmes. À chaque fois que je vois Nicolas Sarkozy dans les Échos, je me souviens quand même de l'interview de mars 2007, où il expliquait « Je veux développer le crédit hypothécaire comme aux États-Unis, c'est ça qui nourrit la croissance. » Donc j'ai quelques doutes. Il a fait machine arrière. Je veux développer le crédit hypothécaire. Donc il a sans doute plein de qualités, de dynamisme pour flinguer les copains, mais en matière économique et sociale, Nicolas Sarkozy n'est pas une référence. Sur la question des... Non, franchement, je veux développer le crédit hypothécaire. Un an avant la grande crise. C'était un an après que HSBC ait annoncé 10 milliards de pertes. Ça veut dire qu'ils ne lisent même pas les journaux. À ce niveau-là, c'est du je m'en foutisme. C'était un an après le début de la crise des subprimes aux États-Unis pour de vrai. Quand on nous explique que c'est normal de travailler plus longtemps, a priori, ça paraît du bon sens. Effectivement, l'espérance de vie augmente. Oui. Moi, j'espère être en bonne forme à 64 ans, et continuer. Juste, a priori, c'est normal. Mais j'ai regardé avant de venir les chiffres de l'INSEE. Oui, pardon. Mais aujourd'hui, en France, les gens partent à la retraite à 62 ans. Voilà, la vérité, c'est que les gens partent en retraite à 62 ans. Et qu'à ce moment-là, il n'y a plus que 23% des gens qui ont un boulot. 23%. Oui, donc ça veut dire qu'il y a demander aux gens d'avoir une année de plus, comme le demande Sarkozy, ou 3 années de plus, comme Alain Juppé, apparemment. Ça a l'air beau symboliquement, mais il y a seulement 23% des gens qui pourront travailler plus longtemps. Pour les autres, ils sont déjà au chômage, au RMI, RSA, ils ne pourront pas. Donc si on demande une année de plus et qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils sont au chômage, il va leur manquer 4 trimestres et leur retraite va baisser. Donc tant qu'il y aura autant de chômage, c'est aussi ce que disait Jean-Paul Fitoussi il y a quelques années, tant qu'il y aura 6 millions de chômeurs, c'est 6 millions de gens qui ne cotisent pas. Au total, 6 millions 200 000 inscrits pour l'emploi. Tant qu'il y aura 6 millions de chômeurs, 6 millions de gens qui ne cotisent pas pour les caisses de retraite, et aujourd'hui, demander aux gens de travailler plus longtemps s'ils sont au chômage, c'est du pipeau. Donc la priorité, c'est de lutter contre le chômage. Nouvelle Donne fait 20 François de Closet et Jean-Marc Germain, parce que Nouvelle Donne a des propositions. Je suis ahuri de m'entendre dire
que je méprise les politiques parce que j'ai dit que les politiques devaient cesser de se défausser sur les partenaires sociaux et reprendre toute la responsabilité de la politique sociale. J'ai dit juste le contraire. Je ne comprends pas que vous, hommes politiques, disiez mais vous avez dit du mal des partis politiques. Voilà ce que j'ai dit et voilà ce qu'est mon point de vue. Deuxièmement, s'agissant ce que vous dites, Alain Tourou, bien sûr que je pense que la dérive financière de l'économie est horrible, stupide. Je constate simplement qu'elle n'est pas le fait de la France, et que pour la corriger uniquement en France, comme vous avez l'air de dire, on va taxer la bourse, c'est pas si simple. On a remporté... Excusez-moi François, c'est la France, même l'Allemagne a obtenu qu'il y ait une taxe Tobin, que 10 pays, les Anglais sont furieux, les banquiers sont furieux, il y a 10 pays qui ont fait une coopération, 10 pays qui veulent lancer la taxe Tobin. Qui c'est qui bloque aujourd'hui? C'est Michel Sapin. Et sinon on aurait mis en place une taxe Tobin. Et la France n'a pas taxé le trading haute fréquence, la loi sur les banques, elle est plus forte en Allemagne qu'en France. Voyez-vous, la grande victoire par rapport à ce que vous souhaitez, que je souhaite aussi. C'est ce qui vient d'être fait au niveau de l'OCDE, pourvu que ça marche, qui arriverait à faire en sorte que les grandes sociétés multinationales cessent de voler les États et payent enfin leurs impôts. Mais vous voyez, c'est une victoire parce que c'est au niveau mondial. Il est évident que c'est pas la France toute seule on peut faire des choses qui peut faire, évident. Mais on peut plus en faire, mais pas gagner beaucoup. On n'aura pas le temps d'entendre. Si vous voulez, une dernière chose, je vous en prie. N'allez pas faire croire que s'il y a du chômage, c'est parce qu'il y a trop de gens pour travailler et que si on réduisait le nombre des gens ça c'est pour les propositions nouvelles donnes. Ouf, on aurait résolu le problème. Tu as dit qu'il fallait réduire le nombre de personnes. Ben non, mais nombre d'heures. Vous dites tout simplement, oh là là. C'est le rapport Boissonnat que vous avez approuvé il y a 20 ans. Vous avez approuvé le rapport Boissonnat qui expliquait qu'il fallait baisser de 20% le temps de travail avant 2015. Vous l'avez tous approuvé. Rapport Boissonnat, il faut baisser de 20% le temps de travail avant 2015. On est en 2015. Il nous reste un peu de temps, mais vous avez vu, votre temps de parole a été long. Il nous reste 2 minutes chacun. Sur la question de la durée du temps de travail, sur les 35 heures, par exemple. Là aussi, tout le monde. Liberté ou pas? Tout le monde dans ma. Mais si, parce que vous allez voir ce que je vais dire. Tout le monde dans ma famille politique. On est de la sécu là. Tout le monde dans ma famille. Non, mais là, on est en train de parler de la durée du temps de travail et ça fait partie du financement, évidemment, de la protection sociale. Tout le monde parle des 35 heures. Ça devient le sujet, on va les supprimer. Sensible, hein. Mais attendez, personne n'y a touché réellement. Je vais voir les acteurs économiques, mais ils s'en fichent de ce débat. Je vous dis la vérité. Ils s'en contrefichent. Pour quelle raison? Parce que la vérité, c'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est de s'adapter à l'économie nouvelle. C'est de rééquilibrer et de rendre plus juste le dispositif. Donc les charges. Et le fait donc les cotisations qui nourrissent le système. Le déclenchement des heures sup soit à 35 heures ou pas, dans un pays où en réalité on travaille plus longtemps, c'est des sujets. Vous savez, le débat public en France aujourd'hui, il divertit le peuple au sens étymologique du terme. C'est-à-dire qu'il le détourne de l'essentiel. Il énerve par l'humilité. Détourner on fait ce qu'on peut, nous, ici, des vrais sujets, ça mène dans le mur. Et donc, je le dis tout autant pour ma famille politique que pour l'opposition actuelle. Il y a des vrais sujets. Moi, je suis très heureux que demain, par exemple, sur l'économie du partage, on travaille. J'ai invité à ces assises un collègue socialiste de M. Germain, et on va essayer de travailler et de se retrousser les manches. C'est pas un débat gauche-droite, là, c'est un débat de société profond. Les Français n'en peuvent plus et ils ont raison. Jean-Marc Germain. 3 choses très rapidement. Le modèle, on est passé aux 35 heures. Je rappelle que effectivement le débat sur les charges et les cotisations, ces cotisations viennent nourrir cette sécu. Est-ce qu'il faut aller encore plus loin dans la politique menée par François Hollande, Emmanuel Macron et Emmanuel Valls sur les aides aux entreprises, c'est-à-dire aider l'entreprise, donc réduire les cotisations, donc affaiblir notre modèle, ou est-ce qu'au contraire, comme le disent certains communistes ou certains frondeurs, il faut bien au contraire insister sur notre modèle social, c'est-à-dire l'irriguer. Vous êtes sur quelle ligne sur ce point ? Moi, je suis sur la ligne qu'on consolide les recettes en faisant ce que vient de dire François de Closette. C'est essentiel et l'avancée qui a permis l'OCDE, elle est majeure. C'est-à-dire que dans ces dernières années, vous avez tout un tas d'entreprises qui ont délocalisé les richesses produites en France ailleurs et du coup, on n'a plus financé nos systèmes sociaux là-dessus. Deuxièmement, réfléchir à un système qui, sans nuire à cette économie du partage, ubérisation de la société, permet de la faire contribuer à la sécurité sociale. Et troisième point, c'est là-dessus que je voulais insister, c'est qu'au fond, il y a 2 façons de sortir des difficultés de la sécurité sociale et de la stabiliser, parce qu'elle doit être à l'équilibre pour que les Français aient confiance en elle.
c'est une vision un peu vers le bas. On va reculer, on va réduire la durée d'indemnisation, on va augmenter sans fin l'âge du départ en retraite au-delà de ce qui est déjà fait. Ou alors on utilise les potentialités, notamment de la révolution du numérique, pour à la fois améliorer la santé des gens et mieux organiser. Moi, je vous avais déjà cité cet exemple, mais dans ma circonscription, il y a une entreprise, elle fabrique des pacemakers qui durent 2 fois plus longtemps, qui peuvent être réglés à distance par le chirurgien. Coût pour la Sécu, 4 fois moins. On améliore la santé des patients. On crée à Clamart 500 emplois et on soigne mieux, on améliore la... Donc on sort par le haut. La Sécu couvre mieux, elle coûte moins cher. Et moi, ce qui m'intéresserait, et au fond, ça va un peu dans le sens de ce que dit Frédéric Lefebvre, c'est qu'ensemble, on travaille sur cette sortie par le haut et qu'on ne refasse pas les débats du XXe siècle en permanence au XXIe, au XXIe siècle. En noir et blanc, des images que l'on a vues. Voilà. Merci à Pierre Laroutourou. Le débat sur les 35 heures, il est un peu en noir et blanc. Un livre qui va sortir pour Jean-Marc Germain, c'est Tout avait si bien commencé, mais le débat a bien commencé, il s'est bien fini finalement. Votre livre, Pierre Laroutourou, qui sort chez Fayard, on va voir la couverture. Il sort dans 15 jours, hein, c'est ça votre livre. Et puis, si on voit la couverture, c'est bien, mais si on ne le voit pas, ce livre sortira et les gens se passionnent. Non-assistance à peuple en danger. Voilà, il est sorti chez Fayard. François Closet, vous avez vous aussi un ouvrage que l'on a vu tout au long de l'émission, sorti chez Fayard, c'est un coup de gueule. Voilà, la France à qui tout double. Et puis Frédéric Lefebvre, il y a plusieurs choses. Il y a les assises de l'économie du partage. Ça sera demain avec les acteurs que vous avez cités. Donc ça, c'est un vrai sujet de société. Et puis il y a ce livre sur Internet pour ceux qui sont intéressés. Et une pièce de théâtre. Et une pièce de théâtre. Alors là, voilà, c'est tout un programme prioritaire et pièce de théâtre, j'imagine, qui sera jouée dans des théâtres ou un théâtre parisien à suivre. Merci sur Internet. C'est plus compliqué le théâtre sur Internet. Merci à vous 4. Merci aux internautes. Vous n'avez pu passer qu'une fois parce que le débat était dense et complexe et passionnant. Demain, on s'intéresse aux policiers, à la délinquance, avec cette bavure à Saint-Ouen sur ce délinquant en permission alors qu'il aurait dû être normalement incarcéré. Que s'est-il passé? On va essayer évidemment d'y comprendre quelque chose à ce dossier dramatique puisque le policier est toujours entre la vie et la mort. Bonne soirée, merci aux tweetos qui ont tweeté et je serai là demain. Bonne soirée.